Bonjour Pierre Bourgois, vous êtes maître de conférences en sciences politiques à l'Université catholique de l'Ouest, auteur de l'ouvrage Le néoconservatisme américain, la démocratie pour étendard aux éditions PUF. Joe Biden a totalement raté la semaine dernière son débat face à Donald Trump. Hier, c'était comme un oral de rattrapage. Est-ce que d'après vous, il s'en est bien sorti ? Vous l'avez dit, en fait, le débat de la semaine dernière a laissé plus de traces que prévu. Et finalement, si on regarde un petit peu les jours qui ont suivi en fait ce débat, on se rendait compte que cette interview attendue était en fait, bien plus qu'attendue. En fait, c'était un véritable test. Vous l'avez montré dans le reportage. En fait, Biden a eu hier une journée où il a été dans le Wisconsin. Un discours avec un prompteur, donc on avait finalement peu de surprises. Et cette interview, c'était finalement la première fois où, sans prompteur, il devait répondre aux questions du journaliste, donc Stéphanopoulos, journaliste rompu, ancien directeur de campagne de Bill Clinton en 92. Biden était très très attendu. Il s'en est bien sorti, oui et non. Il n'y a pas eu de grosses catastrophes, mais il y a eu des moments d'hésitation importants. On l'a vu hésiter notamment lorsque lui a posé la question est-ce que vous avez regardé le débat Est-ce que vous regardez le débat que vous avez mené face à Trump? Il a dit qu'il ne s'en rappelait pas, enfin qu'il ne savait pas. Donc c'est évidemment l'équipe de Trump a utilisé cet argument pour montrer que finalement il perdait la mémoire, etc., etc. Donc sur le fond, il n'y a pas eu de grosses surprises. Il botte en touche, mais on voit encore l'hésitation qu'on avait déjà vue pendant le débat. Mais est-ce que ce test, du coup, va rassurer les démocrates inquiets ? Non, pour l'instant, en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il commence à y avoir un mouvement qui se met en place. Hier, vous avez eu notamment Warner, donc un sénateur qui, selon le Washington Post en tout cas, essaye de monter petit à petit un groupe en fait qui viserait à faire pression sur le candidat, sur le président candidat, pour qu'il lâche la campagne. On se rend compte que quand même le phénomène commence à grossir. Pour l'instant, en fait, il s'agit de voir si les principales figures du Parti démocrate le lâchent ou continuent à le soutenir. Hier, on a eu déjà, ou avant-hier, on a eu les hésitations de Nancy Pelosi, donc des figures très importantes du Parti démocrate, qui commencent à émettre des doutes. Donc je pense que les prochaines semaines vont être très importantes pour ces figures importantes. Si on voit que les figures majeures du Parti démocrate commencent à le lâcher, là, on pourra dire que Biden sera vraiment, vraiment acculé. Donc l'idée d'une renonciation, pour l'instant, n'est pas encore totalement écartée. Mais est-ce que c'est pas, de toute façon, déjà trop tard, vu le déroulement de la campagne ? Si vous voulez, de toute façon, s'il y a un renoncement de Joe Biden, ça va se faire en vue de la convention donc du Parti démocrate qui aura lieu donc fin août. Ça va se jouer encore une fois dans les prochaines semaines parce qu'en fait, là, Joe Biden commence vraiment, vraiment à être, en tout cas, de plus en plus sous pression. Il n'est pas encore isolé. S'il devient isolé, s'il n'a plus que ses fidèles, les fidèles de chez Fidèle, qui sont avec lui, je pense que là, il aura du mal à résister. Et s'il devait renoncer, du coup, lors de la convention qui se tient, je crois, à Chicago, fin août, C'est ça. quels seraient les candidats ou la candidate qui pourrait le remplacer ? Naturellement, évidemment, Kamala Harris. De plus en plus, même d'ailleurs, les élus démocrates commencent à évoquer l'idée. Il y a des instituts de sondage aussi qui ont montré que Kamala Harris pouvait faire finalement peut-être mieux que Joe Biden face à Donald Trump. Kamala Harris donc, est la figure finalement la plus naturelle, mais on a aussi le gouverneur de Californie, Newsom, évidemment, qui ne se positionne pas directement, mais qui est une des personnalités les plus importantes du Parti démocrate. Donc on a voilà, quelques figures, mais c'est vrai que pour l'instant, finalement, il y a encore une forme de silence autour de ce renoncement, et donc pour l'instant, les principales figures n'osent pas se prononcer publiquement. Et ce duel, finalement, entre Trump et Biden, ça dit quoi, d'après vous, de la société américaine ? Et par ailleurs, ça dit quoi du Parti républicain et du Parti démocrate qui n'ont pas trouvé d'autres candidats ? Oui, cette élection est intéressante à de multiples niveaux. Je pense qu'elle cristallise énormément les divisions que vous avez déjà depuis plusieurs années, plusieurs décennies aux États-Unis. On parle souvent de l'Amérique profonde versus les grandes villes, les côtes notamment. Il y a ça derrière cette élection. Il y a aussi cette image d'une démocratie, qu'on le veuille ou non, vieillissante, en déclin. Une démocratie américaine en déclin. On voit que Donald Trump, donc presque 80 ans, Joe Biden, 81 ans, une incapacité à renouveler ses cadres, une forme aussi d'insatisfaction des électeurs. Si vous sondez un petit peu les électeurs américains, vous voyez que finalement c'est une élection souvent un petit peu par défaut. Les électeurs qui vont voter pour Biden, beaucoup disent qu'ils votent surtout pour éliminer Trump. Donc voilà, finalement on a le sentiment quand même d'une démocratie américaine un peu figée, voire même en déclin.
Mmh. Et Joe Biden, on l'a vu, il a clairement comme handicap son âge et sa santé qui apparaît comme, fragile en tout cas, mais il a quand même un bon bilan, en tout cas sur le plan économique. Est-ce que c'est important, comme argument pour le vote? C'est ce que lui met en avant. Dans l'interview justement d'ABC que vous avez mentionné, il essaye de ramener aux éléments de fond. Or, on est dans les derniers mois d'une campagne, une campagne justement très agressive. Donald Trump attaque en permanence le candidat Biden. Biden fait la même chose. Et finalement, on se pose la question, est-ce que les éléments de fond vont vraiment être très importants? On parle presque plus de politique étrangère. D'une manière générale, la politique étrangère n'a jamais occupé une place centrale dans les débats de politique, de campagne aux États-Unis. Mais c'est vrai que là, tout est axé sur la santé de Biden ou les procès de Donald Trump. Vous avez raison. Donc il y a plus de oui. Alors on comprend, globalement pourquoi, la classe moyenne et ceux qui se sentent les perdants de la mondialisation votent pour Donald Trump. Mais c'est surprenant quand même maintenant du côté du parti républicain qu'il continue à soutenir ce candidat qui a des casseroles, autant de casseroles. Oui, c'est un autre problème. En effet, si vous voulez, côté républicain, Donald Trump, si vous voulez, a réussi à faire évoluer la ligne de son parti. Il a finalement fait chasser les non-Trumpistes. Il y a eu des mouvements dans les années 2016-2017, mais finalement, on voit bien aujourd'hui que le parti est acquis à la cause de Donald Trump. Ce qui serait intéressant de voir, c'est l'après Donald Trump. Quelles sont les figures, derrière on parle souvent de DeSantis, quelles sont les figures qui derrière Donald Trump vont pouvoir reprendre le parti républicain. Il se trouve qu'aujourd'hui c'est vrai que Donald Trump a réussi à calmer toute forme d'opposition au sein de son parti. Mais on avait quand même vu Mike Pence, par exemple, lorsqu'il contestait le résultat de l'élection présidentielle, prendre ses distances très clairement avec Donald Trump, ou même Nikki Haley, qui a dénoncé son comportement. Mais finalement, Nikki Haley notamment a été battue aux primaires en fait, du parti républicain. Donald Trump a une assise sur son électorat pour l'instant. Il incarne une figure, alors déjà en tant qu'ancien président, hein, mais il incarne une figure importante et il a compris finalement que plus il est vu, c'est pour ça qu'il multiplie les attaques verbales contre Joe Biden, plus il est vu, plus justement il arrive à mobiliser la colère, à catalyser cette colère des électeurs. Est-ce qu'il est l'héritier du mouvement des Tea Parties, en fait? Non, le Tea Party était encore un petit peu autre chose. Il y a des liens notamment sur la critique du big government, qui est une longue tradition de la droite américaine. En fait, il cristallise quelque chose de plus profond, on parle souvent de populisme, même si le terme est un peu galvaudé. En tout cas, d'une forme d'Amérique oubliée, l'Amérique des oubliés, cette Amérique profonde, notamment qui se sent un peu finalement lésée par l'Amérique des grandes villes, en fait. Oui, mais on comprend mal pourquoi les cadres, en fait. C'est pour ça, les cadres du parti qui suivent comme ça Donald Trump, par exemple, sans faire un parallèle parce que les situations ne sont pas comparables. Mais en France, par exemple, c'est pas le cas pour les LR. Oui, bon, je ne sais pas s'il faut faire le comparatif avec la politique française. Si vous voulez, quand vous avez un leader charismatique, critiqué ou pas, mais charismatique au sein d'un parti politique, il est difficile de se faire une place. Vous pouvez vous faire une place, ça veut dire que vous quittez donc, ou vous fondez votre propre mouvement. Aux États-Unis, c'est très compliqué dans un système bipartiste, donc deux principaux partis. Vous pouvez vous présenter en tant qu'indépendant, mais vous savez très bien que vous allez être très très isolé sur la scène. Finalement, dans un système américain qui fonctionne en grande partie sur les ressources financières, c'est évidemment le GOP, donc le parti républicain qui catalyse les ressources financières à droite, et il est difficile pour un candidat d'exister sans ressources financières. Et pour Joe Biden, est-ce qu'il en sera de même, par exemple, sur la question des donateurs? Oui, alors là, c'est intéressant le discours de la Maison-Blanche, parce que finalement, on voit bien que la porte-parole de la Maison-Blanche a indiqué que récemment, que finalement, les déboires, notamment du débat, n'ont pas impacté les donations. Je serais un petit peu réservé là-dessus. On a eu récemment, je crois que c'était hier, quelques articles qui ont montré que à Hollywood, notamment, certains donateurs habitués du Parti démocrate commencent à être réticents, en fait, conditionnent leur donation à un retrait de Joe Biden. Donc même sur le plan financier, on voit bien que le retrait de Joe Biden peut avoir un impact. Donc, il pourrait avoir lieu, ce retrait de Joe Biden. Il pourrait avoir lieu. De plus en plus, en fait, c'est vrai que là, c'est très intéressant. On observe une sorte de mouvement. On va voir si ça prend. Je pense que Joe Biden le sait, évidemment, et Joe Biden va tout faire pour rassurer dans les prochains jours. Mais s'il continue à être acculé comme ça vers la fin juillet, ça va être de plus en plus compliqué. La conférence de presse qui doit se tenir jeudi prochain, où il doit répondre de manière spontanée aux journalistes, ça sera un moment important? C'est toujours un enjeu. Dès que Joe Biden commence à parler sans prompteur, il y a un enjeu. Et c'est ce qu'il va essayer de faire, rassurer, comme c'était le cas pour l'interview, rassurer, montrer qu'il est à l'aise malgré son âge. Il assume son âge, il le dit lui-même. Il a dit qu'il était fatigué, mais il dit aussi qu'il est moins performant lié à son âge. Il va essayer de rassurer, de montrer qu'il a toutes ses capacités. L'hypothèse Michelle Obama, elle est plutôt...
Elle-même a dit qu'elle n'était pas finalement très intéressée. Bon, tout est possible, mais je ne pense pas. très crédible. Je pense que si alternative il y a, en tout cas, ça devrait être Kamala Harris ou éventuellement une surprise d'un représentant. Merci beaucoup Pierre Bourgois d'être venu sur France 24. Merci pour votre décryptage de la situation politique aux États-Unis.